Bonjour, aujourd'hui je suis avec Médoc et Emeric, ça va? Ça va très bien. On va regarder la critique de Undertale et on va aussi parler de RPG. Et alors que cette introduction est à peine commencée, voici déjà le moment de regarder le générique. Bienvenue dans l'Hebdo JV, donc, dans lequel on va comme d'habitude commencer par faire un tour de l'actualité de la semaine. On va commencer aujourd'hui avec toi, Emeric, qui va nous parler de Mario Tennis Ultra Smash, si je me plante pas. Si tu te plantes pas du tout, la critique est passée hier, on s'est bien rendu compte, je crois, que le jeu est pas vraiment terrible, mais j'essaie un petit peu de chercher, de trouver des points positifs c'est tout à ton honneur. À jouer à ce jeu-là, et en fait il se trouve que Nintendo n'a pas trop communiqué dessus, mais en achetant le jeu sur l'eShop, on a une version en fait gratuitement de Mario Tennis 64, qui est donc, je le rappelle, pour moi le meilleur volet de Mario Tennis qui soit jamais sorti. Et donc voilà, c'est uniquement en achetant la version dématérialisée. La version dématérialisée, donc t'as pas de code en achetant la version boîte. Et ils ont pas trop parlé dessus, c'est un petit peu bizarre. Précisons que Mario Tennis 64 est pas encore sorti à l'heure où on tourne cette émission sur l'eShop de la Wii U. Oui, tu peux pas le prendre tout seul pour l'instant. Mais donc voilà, donc la meilleure raison de jouer à Mario Tennis Ultra Smash, c'est de pouvoir jouer à Mario Tennis 64. Ah, ce verdict est très sec. Mais c'est aussi ça, les opinions tranchées de l'Hebdo JV. Donc oui, il n'est pas disponible pour l'instant. On peut supposer qu'il le sera peut-être plus tard, ce Mario Tennis 64. Très probablement. En attendant, donc oui, ça fait une bonne raison supplémentaire, peut-être une bonne raison en fait, pas supplémentaire, de se procurer Ultra Smash. C'est bizarre qu'ils aient pas communiqué là-dessus, Nintendo, et que ça a l'air d'être, enfin qu'ils aient peu communiqué effectivement, et que ça ait l'air d'être réservé aux versions dématérialisées. Je trouve ça étonnant. Injuste aussi un petit peu. Ouais, ça se vérifie quand même. Vraiment, on a trouvé ça en fait vraiment par hasard en se baladant sur l'eShop de la Wii U le jour de la sortie du jeu. Il y avait un petit message avec marqué Mario Tennis 64 offert en version démat. D'accord. Donc un peu étrange. D'accord, mais il faudra peut-être vérifier avec les versions boîte quand même. Moi, ça m'étonne beaucoup cette histoire que pour le démat. En tout cas, sur l'eShop, c'était bien marqué que pour l'eShop pour le moment. Donc, d'accord. A priori, ok. Mais bon, en tout cas, c'est une bonne raison d'avoir Mario Tennis 64. Et puis oui, c'est un petit cadeau qui fait toujours plaisir de toute façon, quoi qu'il en soit. C'était le cas c'était un peu pareil en fait pour Dragon Ball Z Extreme Butoden sur 3DS récemment. T'avais le deuxième épisode, c'était Super Butoden avant le 2, je crois, qui était dispo, et c'était pareil, la seule bonne raison de se procurer Extreme Butoden. C'est peut-être un nouveau modèle économique du jeu vidéo. Tiens, on te vend nos suites pourries, mais tiens, on te met au bon jeu, on te met les bons jeux avec. C'est pas mal, c'est une bonne technique. Ouais. Ok, merci Emeric, on va passer à toi Mehdi qui va nous parler de Valkyria Chronicles, parce qu'il y a eu plusieurs annonces concernant cette série cette semaine, mais parce que Valkyria Chronicles c'est pas forcément la plus populaire des séries, on va se regarder un petit trailer histoire de voir un peu ce que ça donne. Voilà, donc c'était le trailer de Valkyria Chronicles Azure Revolution. Evolution. Voilà. Ok. On en avait déjà parlé sur la chaîne cette semaine. Emeric, tu avais parlé de l'annonce. Donc c'est Sega qui annonce à la fois une version remaster du tout premier Valkyria Chronicles, qui était sorti sur PS3 à l'époque. PS3, tout à fait. Mais aussi et qui était excellent. Oui. Mais aussi un tout nouvel épisode. Donc les deux prévus pour la PS4. Bon. Il y a eu de l'update depuis cette annonce, la version remaster donc, qui sortira le 10 février prochain au Japon, se pointera avec des graphismes améliorés évidemment, tous les DLC,
dont l'émission d'Eddie, qui est un personnage que j'aimais bien particulièrement, parce qu'elle avait une grosse mitraillette. Et donc dans cette version au Japon, tu auras également donc une démo de Valkyria Chronicles, Azure Revolution. Voilà, c'est le prochain, qui s'est d'ailleurs illustré très récemment via le trailer, le teaser qu'on vient de voir, et qui m'a, je dois vous l'avouer, plutôt ambiancé. Voilà. Bah déjà c'est pas dégueulasse, enfin j'aime bien le c'est joli, mais ils avaient déjà depuis le premier un style visuel assez joli, hein, qui te définissait comme de la peinture pastel. Enfin, il y avait un nom particulier. Oui. Ah ouais, je effectivement. crois. Gouache, c'est pour le prochain. Pour le prochain, ouais. Mais c'était un nom de ce style. Ces noms toujours bizarres et nouveaux que les Japonais savent produire. Enfin, le jeu vidéo en règle générale, en fait, c'est produire dès qu'il sort un nouveau jeu. C'est vrai. Et ben justement, en parlant de ça, donc alors non, d'abord rapidement. Le setting. On incarnera des gens de la petite armée de Jutland ou Jutland. Alors ça, je le dis, ça va te faire rire. Oui. Voilà, donc ça me rappelle. Non, mais on va dire parce que les gens vont dire juste parce qu'il y a Jut. Non. Alors oui, déjà, mais aussi parce que ça me rappelle Juto de Magna Carta 2, le personnage principal au nom le plus pourri du RPG, juste devant. Claude de Star Wars 102. Non, voilà. je suis pas d'accord, mais heureusement, on va pouvoir parler. Le débat. On va pouvoir parler de RPG dans cette émission. C'est marrant que tu mentionnes Magna Carta 2 et l'autre. Ouais. Mais alors, juste, voilà, donc des personnages de Jutland, ok, qui tenteront d'arracher leur indépendance à l'Empire russe avec un seul S. Ah oui, d'accord. Ouais. Tout à l'heure, on parlait de noms chelous que les Japonais aiment bien aller emprunter. Bon, ben là, on connaît le nom du système de combat. Ah, vas-y. Il s'appellera Légion, mais avec des majuscules. D'accord. Ah, ok. Ouais. Voilà. Les gens, ils aiment bien baptiser les systèmes de combat. Je sais pas ce que ça veut dire. T'as le précis du Légion, qu'est-ce qui est en majuscule, qu'est-ce qui n'est pas? Non, là, j'ai marqué Légion parce qu'à l'oral, ça donne Légion, mais autrement, je crois que L majuscule, E minuscule, et le reste, enfin, je sais plus. D'accord. Je sais plus, on va pas rentrer là-dedans. On sait juste que quand les développeurs parlent de leur jeu, ils parlent d'un action, parce que les billes, t'en as pas énormément sur le jeu, mais on parle d'une dimension action très clairement présente. Donc on peut imaginer qu'ils vont reprendre peut-être un certain nombre de bases, même s'ils insistent sur le fait que ça sera vraiment différent des précédents. Mais le principe d'un Valkyria Chronicle, si tu veux, c'était t'as tes unités, c'est de la stratégie, mais tu te déplaces en temps réel. Tu vois. Donc ça, c'était intéressant. Et cette fois, tes collègues, ils pourront agir en même temps que toi. Okay. C'est-à-dire que tu diriges une personne, c'est une équipe de 5 jusqu'à 5 personnages maximum, mais voilà, quand tu bouges, ben eux, ils auront un truc défini, une course définie pour faire des actions. J'imagine que ça sera paramétrable aussi, mais ça, par contre, pour le coup, c'est une nouveauté. C'est une nouveauté parce qu'avant, c'était personnage par personnage. Aussi, on se souvient de la Ragnite ou Ragnite, je crois que c'était Ragnite qui disait en VO. Qui dans la série à l'époque était juste une source d'énergie, mais la source d'énergie qui avait visé derrière les tanks pour pour les exploser, et c'était la source d'énergie qui avait propulsé toutes les nations vers le futur. Bon ben là on lui collera aussi une dimension magique, et que ça sera aussi un truc magique. Donc on a également lu que des gens pourraient se transformer en tank. Ok. Et l'inverse aussi, des armes qui pourraient prendre vie. D'accord, ok. Voilà. Donc on rappelle qu'on évolue dans un monde où il y a des Valkyries. Oui, bien sûr. Qui se fritent avec de la magie. Et donc cette dimension, elle sera manifestement super en place. Tout ça, on le sait parce que Ozawa-san, le directeur, et Shimo Sato-san, le producteur, ont lâché des billes sur leur jeu dans le dernier Famitsu. Donc suffisait de voir, on leur a posé quelques questions, suffisait de voir les réponses. Je termine vite fait en rappelant que la version remaster sort au Japon le 10 février prochain, donc pas de date pour nous. Et le Azure Revolution est prévu pour la fin d'année 2016, pareil au Japon. D'accord. On va rappeler aussi rapidement que c'est Mediavision qui développe ce nouvel épisode. C'est ceux qui avaient fait le 3e épisode de la série, des Valkyria Chronicles déjà, et qui avaient fait les Wild Arms aussi. Qui avaient fait les Wild Arms. Et qui avaient fait peut-être Shining Resonance, c'était pas eux possible. C'était un RPG dont j'avais parlé qui était chelou. Ouais, ça j'en suis plus sûr, mais c'est possible. En tous les cas, c'est pas ceux que vous voyez au début des films. Avec cette petite musique, c'est pas les mêmes Mediavision. C'est pas le télé.
C'est pas les mêmes. C'est Mediavision côté Wild Arms. Voilà. Et donc, est-ce que c'est rassurant? Le 3, il paraît qu'il était un petit peu mieux que le deuxième, qui était quand même assez mauvais. Le Valkyria Chronicles 2 était vraiment pas très bon. Le 3, il paraît qu'il était un peu mieux, sans être fou. Mais il n'est jamais sorti du Japon. Il est jamais sorti du Japon, donc j'y avais pas touché. Il est sorti que sur PSP, donc c'était pas très pratique pour faire. Je t'avoue que moi, l'intérêt que j'avais eu pour la série, il avait complètement chuté. Le premier, mais waouh, ok, merci encore s'il vous plaît. Et déjà rien que le fait que le deuxième sorte sur portable, je dis, encore vous auriez pu faire un truc un peu plus ambitieux et mettre ça sur console. Donc j'étais déjà triste. Et puis ensuite le troisième, et puis ensuite il y a un jeu de cartes sur internet. Oui, c'est un peu parti. Donc là je suis content. PS4, non merci. C'est chouette de voir cette série revenir. Encore une fois, on en parlera un peu plus en deuxième partie d'émission, justement de ce retour un peu de certaines séries du JRPG qu'on attendait. Ok, merci. Anytime. Non mais j'insiste. Très bien. On va rester un peu là-dessus. On va parler maintenant de Binding of Isaac, Afterbirth, parce que on en avait parlé dans une critique chronique un peu bizarre lundi de la semaine précédente dans 101%. Et dans cette chronique, je parlais un petit peu de la dimension méta du jeu, c'est-à-dire le jeu qui poussait à l'explorer un peu au-delà du jeu. C'est-à-dire, tu vois, c'est des gens qui parlent sur Internet, qui échangent, tout ça, parce qu'il y a plein de secrets à découvrir, dont certains très bien gardés. Et à l'époque où la critique a été diffusée et écrite, il y avait eu déjà des histoires avec Afterbirth, qui est la dernière version de Binding of Isaac en date, qui est assez récente. Il y a eu des histoires, des rumeurs de peut-être personnages cachés, encore tout ça. Notamment parce que beaucoup de nouveaux items, tout ça avait été annoncé à la sortie du jeu, et finalement, il n'y en avait pas tant que ça. Tu vois, il en manquait. Donc les gens se disaient, mais attends, il doit y en avoir plus que ça, ils sont sûrement cachés. Il s'est avéré en fait que c'était dû à un bug, mais Edmund Macmillan, le créateur du jeu, en révélant ça, continue à mettre des indices, notamment en jouant avec le chiffre 109, avec le nombre 109, qui a une signification particulière dans la série parce que c'est au bout de 109 heures que le précédent plus gros secret du jeu avait été découvert dans la précédente version qui était la Rebirth. C'est très confus tout ça, j'en ai bien conscience, mais en gros voilà, on se posait des questions. Les gens commençaient à dire ok, il y avait peut-être un bug, mais il y a sûrement encore autre chose, sûrement un autre truc à découvrir. Et il se trouve que effectivement, parce que là il y a eu ce qu'on appelle un ARG, Augmented, Alternate Reality Game. C'est ça, Alternate Reality. Voilà, qui a été organisé autour du jeu le week-end dernier. Et donc, bon, ça date un petit peu, mais je voulais en parler. C'est-à-dire que, suite à toutes ces questions qui ont été posées, Edmund Macmillan, encore une fois le créateur du jeu, a fini par donner un vrai indice sur Twitter. Il a redirigé quelqu'un qui lui posait une question vers l'image d'un des trophées du jeu sur Steam que tu peux débloquer d'un achievement, qui est l'image, c'est un petit bout de papier avec des petites lignes dessus. Tu vois, c'est censé simuler des lignes d'écriture, mais en fait c'est juste des petites lignes, ça ressemble à du morse. Et en réalité, il y avait moyen de décrypter ça. C'était pas du morse, c'est autre chose, je sais plus exactement, mais ça a été décrypté, ça a donné un mot. Il y a quelqu'un qui a trouvé ce mot-là, ce mot c'était l'Airbail, qui a priori ne veut rien dire, mais parce qu'en fait c'était un lien imager. C'est-à-dire qu'en tapant ça dans l'URL imager / je sais pas quoi, puis ce mot-là, t'arrivais vers une image. Une image qui avait un lien assez lointain, il fallait fouiller dans l'image, avec le film Lost Boys. Okay. Lost Boys, dont l'intro se passe à Santa Cruz. Okay. Donc les gens ont commencé à investiguer un petit peu Santa Cruz. Ouais. Ils ont creusé des trous. Ils ont fini par creuser des trous, mais avant ça, donc Edmund Macmillan a continué à poster des tweets plus ou moins cryptiques, mais qui dirigeaient tous un peu vers là. Il disait que les gens chauffaient, effectivement, Santa Cruz, il y a quelque chose à faire, tout ça. Finalement, quelqu'un a trouvé un vrai document à Santa Cruz, sur le lieu où se passait l'intro de ce film The Lost Boys, en sachant que Lost Boys c'est une référence aussi puisque c'était le nom du fameux dernier personnage qui avait été débloqué en 109 heures, The Lost. Et donc voilà, ils ont trouvé un document qui était un avis de recherche pour Isaac, un faux avis de recherche fait, Isaac c'est le héros du jeu, avec un numéro de téléphone dessus. Quand tu appelais le numéro de téléphone, tu tombais sur un message vocal qui était aussi cryptique, avec des mots à l'envers. Les gens ne comprenaient pas tout. Ils ont réussi à traduire un petit peu ce truc-là. Il y a eu un deuxième message ensuite. Mais là, pendant quelques temps, les gens n'ont plus avancé. À ce moment-là, quelqu'un a eu l'idée de prendre les premières lettres de chaque mot du message. Ouais. Puis,
à prendre ces lettres et à les traduire en chiffres, c'est-à-dire A égale 1, B égale 2, etc., etc., ça a donné des coordonnées GPS. Mais non. Coordonnées GPS auxquelles, qui ramenaient à un endroit qui, si tu creusais un petit peu à cet endroit-là, ça vient pas nulle part. Le fait de creuser, pareil, c'est toujours Edmund Macmillan qui donnait des indices en disant il faut aller plus profond, tout ça. Bah, en creusant là, les gens ont trouvé une petite figurine. Une petite figurine qui présentait un nouveau personnage du jeu. Il y avait des lettres dessus, puis un hâte. Et je crois que le hâte, l'arrobase, était même pas un vrai arrobase, c'était, je crois, il fallait le traduire en partant d'hexadécimal ou je sais pas quoi. Donc c'est très compliqué. Et en gros, tout ça, ça a amené vers un compte Twitter, qui était le compte Twitter créé pour l'occasion de Grid. Grid, ça fait référence au nouveau mode de jeu d'Afterbirth, et dans lequel, en fait, ce compte-là, la seule description, c'était genre, donnez-moi une voix. Donnez-moi une voix. Donc les gens lui ont posé des questions à ce compte Twitter. Il a fini par répondre et par montrer une image qui a donné, en gros, là c'était le plus simple. Sur cette image, tu voyais une espèce de machine à sous cassée en deux avec un petit personnage derrière. Et en gros, ça voulait dire que dans ce fameux nouveau mode grid, il fallait remplir une machine qui est à côté du magasin. Tu la remplis avec des pièces. C'est-à-dire que c'est des pièces que tu ne dépenses pas dans le magasin, que tu sacrifies au début là-dedans. Si tu en mets 1000, la machine explose et il y a le nouveau personnage. Enfin, depuis une mise à jour qui a été faite uniquement quand les gens avaient trouvé tout ça. C'est-à-dire que c'est un truc prévu depuis un certain temps quand même, et ça finissait par débloquer effectivement un nouveau perso qui s'appelle Keeper, et dont la particularité est d'utiliser des pièces en tant que vie. Voilà. Donc moi je trouve ça génial, ce genre de truc. J'adore ça. Les RG, le principe même, le principe de jeu ça me branche à fond. Ouais. Autour d'un jeu, c'est alors ça ne concerne que certaines personnes, celles qui sont proches de Santa Cruz en l'occurrence, mais toutes les autres elles suivent ça par internet. Évidemment. C'est passionnant, je trouve ça passionnant à suivre. Et c'est un des trucs qui m'attire dans ce jeu-là, comme c'était le cas avec les Dark Souls. C'est pour ça que j'en parle souvent de ces jeux-là. C'est des jeux qui Dark Souls ne va pas jusqu'à faire des ARG en réel et tout, mais tu vois, il y a cette discussion sur le net. Le jeu n'est pas limité au jeu, il n'est pas fini en y jouant. Il y a tout un mythe autour qui se crée. J'adore ça. Je trouve ça génial. Ouais. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais c'était en tout cas super plaisant à suivre. Super méta. Moi, j'adore, exactement. Ouais. Je suis comme toi. J'adore quand il y a des discussions qui se créent autour des jeux. Mais le risque, c'était pas aussi que les gens se lassent ou abandonnent parce que c'était justement trop cryptique. Ils se disent bon laisse tomber, on n'en trouve pas. Ouais, mais auquel cas, t'as toujours l'option de donner quelques billes. Voilà. Et c'était encore une fois, Edmund Macmillan a régulièrement donné des indices sur Twitter. Il n'a pas laissé les gens complètement en roue libre. Tu vois, c'était assez contrôlé tout ça. Il savait à peu près comment les faire avancer. J'aimerais voir ça plus souvent, franchement. Ouais, c'est très très cool. Je crois. Après, tous les jeux ne s'y prêtent pas. Tu vois, Mario Tennis Ultra Smash. Je suis. Une raquette. Roland Garros. Donc voilà. Mais donc ouais, très cool. J'étais très content de voir ça sur le jeu et que ça confirme qu'effectivement il y avait bien un secret. Ouais. Il y avait bien un secret qui était prévu dans cette nouvelle version. Voilà. On va maintenant passer à la critique de cette semaine, qui est la critique d'Undertale. Et spoil, procurez-vous tous ce jeu. Mais regardez la critique avant. Même dans l'immense famille très hétéroclite du RPG à la japonaise, certains titres arrivent à se démarquer nettement du reste. C'est le cas des Mother, dont le premier épisode sorti en 1989 sur Famicom avait pris tout le monde par surprise en choisissant pour contexte l'Amérique contemporaine et en la teintant fortement de surréalisme. S'il n'est pas sorti du Japon à l'époque, sa suite eut en revanche droit à une localisation américaine sous le nom de Earthbound. Cas d'école du jeu culte, Earthbound fit un flop à sa sortie, mais sut convaincre la poignée de curieux qui apprécia son ambiance, son humour et son discours assez pointu sur le RPG pour un jeu de 1994. Sans cesse grandissante grâce aux bouche à oreille, puis plus tard aux rééditions des 2 premiers épisodes sur DS, la communauté américaine formée autour des Mother donna évidemment naissance à différents fansites internet où il était possible de croiser un certain Toby Fox alias Radiation. Après des années passées à produire de la musique, notamment pour le phénomène Homestuck sur le net, le même Toby a décidé de concevoir un système de combat sur GameMaker. Finalement, il a formé un jeu autour, son premier, dont il signe évidemment aussi l'excellente bande-son, et l'a financé via Kickstarter en juin 2013 en le présentant comme un RPG traditionnel dans lequel personne n'a à être blessé. Et si, vu le passif du monsieur, on pouvait s'attendre à quelque chose d'étonnant, on n'était peut-être pas tout à fait préparé à un jeu aussi brillant.
Bardé de codes, de gimmicks et de tics, le RPG japonais en tant que genre a très souvent été parodié, et la plupart du temps, il s'en est chargé lui-même. Si bien que finalement, le JRPG parodique est presque devenu un sous-genre à lui tout seul, avec ses propres codes, ses propres gimmicks et ses propres tics. Dont celui, hautement agaçant, de la parodie par l'exemple, qui consiste à pointer un travers du doigt tout en le reproduisant à l'identique en rigolant. Undertale, à plusieurs égards, est un JRPG parodique, ou peut-être, plutôt, un JRPG critique. Et c'est cette nuance qui, sans l'empêcher d'être très drôle, lui évite de se vautrer dans les mêmes tapis que ses aînés. Au contraire, en posant un regard affûté sur le genre et en proposant une alternative, il le fait avancer. Cette alternative, elle est en partie contenue dans la baseline de la campagne Kickstarter mentionnée plus tôt. Dans le fait donc qu'on a affaire à un JRPG dans lequel nul n'a besoin de souffrir. C'est-à-dire le héros, mais aussi et surtout ses ennemis, ici des monstres qui habitent un monde souterrain coupé de celui des humains par une barrière infranchissable par le commun des mortels. Tombé on ne sait trop comment dans ce monde au début de l'aventure, le personnage principal, qui se trouve être un humain, ou peut-être une humaine, c'est à vous de voir, essaiera assez logiquement de rentrer chez lui, et trouvera de nombreux monstres plus ou moins hostiles sur son chemin. Seulement, au lieu de les éradiquer systématiquement comme on le ferait dans à peu près n'importe quel RPG, on pourra ici décider de les épargner. Ça ne se fera pas n'importe comment, cependant, et les combats qui interviennent de manière aléatoire restent une case par laquelle il faudra impérativement passer. On pourra simplement choisir, au lieu de les attaquer puis les tuer, d'interagir plus pacifiquement avec les monstres, pour identifier leurs envies ou leurs travers, et en jouer pour neutraliser leur volonté de combattre et finalement les pousser à la fuite ou les laisser partir. Et si tout cela se fait en sélectionnant différentes options écrites dans une liste d'interactions prévues, on reste en permanence actif, au-delà du choix. Car si l'on décide d'attaquer, d'une part, il faut systématiquement participer à un mini-jeu de rythme pour augmenter les dégâts, dans un principe qui rappelle celui de la Gunblade de Final Fantasy VIII. Mais aussi et surtout car à chaque tour, en guise d'attaque ou de réponse, les monstres déclenchent des pluies de projectiles plus ou moins denses dirigés vers le petit cœur qui représente le joueur, d'une manière qui rappelle de son côté fortement le shoot'em up. Le but est évidemment d'éviter de se faire blesser par ces projectiles, en les contournant quand ils sont blancs, en restant immobiles quand ils sont bleus, ou encore en cherchant leur contact quand ils sont verts pour s'offrir un regain de HP bienvenu. Très bien conçus et réalisés, ces patterns et ce système de dialogue ne se contentent pas de rendre Undertale plaisant, drôle et trépidant à jouer, ils critiquent et balayent surtout le problème du grinding et la tyrannie des statistiques très liées au JRPG. Car le système de jeu réduit énormément l'utilité de ces statistiques, rendu caduque par le fait que si on ne tue pas d'ennemis, on ne gagne évidemment pas d'XP, et de toute façon remplacé par la dextérité. Un peu comme dans la série des Mario RPG, dont les systèmes de combat très impliquants ont certainement dû être une source d'inspiration pour Toby Fox. Une source pas nécessairement tout à fait consciente et assurément mêlée à des dizaines et des dizaines de ses semblables, car Undertale va bien au-delà de son système de combat. Condensé sur une petite dizaine d'heures, son aventure déverse un flux constant d'idées, d'influences digérées et réinterprétées, et en extrait un charme absolument fou. On n'en fera pas l'inventaire ici, leur découverte étant un plaisir bien trop grand pour qu'on se risque à le gâcher, mais soyez assurés que le tout est fin, consistant et toujours maîtrisé. Comme les nombreuses petites énigmes qui jalonnent l'aventure et occupent le plus clair du temps passé hors combat. Amusantes, jamais très dures, elles remplissent simplement très bien leur rôle de petits challenges variés et gratifiants à relever. S'il fallait absolument pinailler, on regretterait peut-être une troisième partie d'aventure très légèrement moins convaincante en termes d'ambiance et d'énigmes justement, mais rattrapée par une fin absolument dingue. Une fin qui n'est qu'un début, puisqu'Undertale supporte et pousse même carrément les parties successives, en proposant notamment 3 grandes routes qui amènent à différentes fins. Et même si l'on devait refaire le jeu exactement de la même manière, de nombreux dialogues changent et apportent encore plus d'humour, d'intérêt et de profondeur à un jeu qui sait décrire son univers en termes assez vagues pour stimuler l'imaginaire. Qui sait multiplier les secrets aussi, sans pour autant être absolument cryptique puisqu'il ne les cache volontairement pas si bien que ça. Et, alors qu'on y joue une première fois, puis qu'on y retourne encore et encore, Undertale ne cesse de donner. Même s'il s'agit souvent de simples petits détails, le puits de ses idées et de ses cadeaux paraît sans fond, et le jeu, sous ses atours charmants mais assez simples, révèle un pouvoir de magnétisme très impressionnant. Et il cache surtout un scénario très puissant derrière son pitch lui aussi plutôt simple. Puissant par son propos et le brio avec lequel il convoque différentes émotions, mais aussi par la manière qu'il a d'utiliser son support. Avec certains des plus grands titres du jeu vidéo, Undertale partage le fait d'utiliser tous les éléments à sa disposition pour construire son histoire et son discours. Les graphismes bien sûr, la bande originale aussi, le texte évidemment, et le jeu surtout. D'abord et avant tout stimulant à esquiver, les patterns ennemis en disent par exemple beaucoup sur les monstres qui les émettent, uniquement grâce à leur design. Et tout ça est passionnant à expérimenter et à décrypter, autant que le discours sur le RPG qui se dessine en surcouche et qui manie la narration méta avec un brio impressionnant et un naturel déconcertant.
Car, et c'est peut-être finalement sa plus grande prouesse, Undertale est manifestement, étonnamment et superbement naturel. Il est le produit évident des multiples références et du vécu de Toby Fox, sorti, mélangé et digéré sans forcer. Il est presque troublant d'être simultanément impressionné par la qualité du jeu et par la conviction que presque tous ces éléments y ont trouvé leur place facilement et du premier coup. Comme si tout y était un premier jet et que chacun de ces premiers jets était de toute façon le bon. Ce n'est peut-être pas tout à fait le cas, mais Undertale en donne du moins la nette impression. Et le temps de développement assez court, à peu près 2 ans et demi, que son auteur lui a accordé quasiment tout seul, semble le confirmer. De cette spontanéité, même si elle devait être illusoire, découle en tous les cas une pureté et une candeur tout à fait bienvenues. Car si on a beaucoup évoqué ici la pertinence et le poids du propos d'Undertale, il reste avant tout un jeu amusant, agréable et stimulant à jouer, pour les amateurs de JRPG en particulier, mais sûrement pour les autres aussi. Et, toute proportion gardée, le fait qu'il puisse justement être si pertinent sans jamais se dépareiller de son naturel, range son auteur Toby Fox dans une certaine catégorie de génie. Ceux qui, grâce à un talent ou une sensibilité innée, savent briller sans forcer. Voilà, donc c'était Undertale, un jeu tellement bien, il est tellement bien ce jeu, il faut y jouer, sérieusement il faut y jouer. C'est que sur PC malheureusement. Pour l'instant, ouais. Et il y a de grandes chances que ça y reste. D'accord. Voilà. Ouais, c'est tellement bien parce que le type qui l'a fait, Toby Fox, qui est à peu près tout seul, donne l'impression de l'avoir fait, mais genre comme ça, tu vois. Ah tiens, si je mettais ça là. Ah si je mettais ça là, et ça marche trop bien. Tu sais, c'est les premiers jets. Mais les meilleurs que tu aurais pu imaginer. T'as l'impression de toi qui fais un jeu sur RPG Maker en disant ce serait cool ça, mais qu'à chaque fois que tu te dis ça, c'était les meilleures idées du monde. C'est trop bien, c'est trop bien. Et donc ça nous amène à parler de JRPG parce que c'est un jeu qui est extrêmement référencé par le JRPG, qui fait référence tout le temps. Et tu sens que Toby Fox a été nourri de plein de références, en particulier des RPG de l'époque Super NES et en particulier Earthbound. Ouais, évidemment. Et donc, on va parler un peu de JRPG aujourd'hui. On va se demander un petit peu, est-ce que c'est un genre à part entière, finalement, le JRPG, au sein du RPG au sens large. Et déjà, pourquoi on parle de JRPG? Pourquoi on parle de JRPG? C'est une question qu'on peut se poser. Il y a plein de genres de jeux vidéo. Il y en a plein. On ne parle pas nécessairement de chaque genre comme ça. On ne leur accorde pas nécessairement des hebdo JV ou des débats comme ça. On en parle parce que déjà, Médoc et moi, on est on est quand même assez lié à ce genre-là. C'est un genre qu'on apprécie particulièrement. On a animé une petite... Enfin, tu as animé et lancé une petite émission sur cette chaîne, un petit programme. Ça n'a pas trop marché, je crois, non? Bon, on a dû l'annuler. Hein. Les ratings étaient beaucoup trop bas. Donc ouais, il y a eu XP sur cette chaîne pendant longtemps. Et tu vois, on a fait pendant longtemps une émission de RPG sur cette chaîne. Mais comme si c'était évident. Ouais. Enfin, tu vois, sans jamais, on n'a jamais pris le temps finalement, parce que ça paraissait évident de dire mais pourquoi finalement. Mais en l'occurrence, pour nous, c'est parce qu'on venait de la presse jeux vidéo et une presse particulière. Et une presse particulière, la presse effectivement spécialisée jeux vidéo, mais spécialisée RPG. Et en fait, pas totalement, c'était pas toujours assumé, mais spécialisé JRPG en réalité. Oui. On était principalement, que ce soit Role Playing Game, le magazine dans lequel on travaillait tous les deux, ou Gameplay RPG, qui était le premier magazine de RPG au monde, si je me plante pas. Ouais. De RPG console, j'entends, au monde, lancé par George Rouard à l'époque, chez FJM. C'était quelle année? C'était, tu vois, tu me prends en défaut, j'ai pas noté. Ça devait être par là, ouais, effectivement. 2000, je crois, si je me plante pas. Si je me plante pas, c'était 2000. Et donc ça, c'est particulier en France. On a un truc avec le JRPG particulièrement, donc le RPG en règle générale, mais le JRPG en particulier. Il y a un truc, on est le seul pays à avoir connu des magazines de RPG, donc Gameplay RPG d'abord, mais ensuite Role Playing Game et d'autres. Hein, il y en a eu d'autres qui se sont lancés aussi. Et voilà des sites web spécialisés aussi. Et donc des émissions, enfin une émission en tout cas, XP à la télé, de RPG encore une fois. Mais avec un amour un peu particulier pour le JRPG. Alors pourquoi il y a cette popularité? Il y a déjà ça explique pas tout, mais il y a très clairement une attirance pour les Français pour le Japon, hein, et No Life, ça fait partie un petit peu de ce délire-là. Oui. Hein, D'ailleurs, on peut noter aussi que la France, au sein de l'Europe et même peut-être du monde, je crois que c'est un
c'est peut-être le deuxième consommateur de manga derrière le Japon. Deuxième ou troisième. Et en Europe, on est les plus gros consommateurs de manga, avec l'Italie pas très loin, si je me plante pas. L'Espagne, ou l'Allemagne, ouais. ou l'Angleterre. Bon. Mais on est bien placé. Ouais. Mais parce que on aime bien ça. Pour le Japon. Il y a cette attirance pour le Japon. Qui nous vient peut-être de Jacques Chirac et son amour pour le sumo. Je ne sais pas. Il se trouve que si on avait beaucoup d'émissions qui diffusaient des animés aussi quand on était jeune. Je sais pas si on avait autant dans les autres pays. Et ça peut peut-être expliquer pourquoi on a été bercé avec ça et ça nous a emmené vers le Japon, donc vers le jeu vidéo ensuite. Ouais, vers le jeu vidéo et donc le JRPG qui est un genre, par définition, quand on dit JRPG, c'est RPG japonais. Ouais. Moi, je pense que il faut pas nier, à mon avis, l'impact qu'a pu avoir une revue comme Gameplay RPG à l'époque à sa création. On en pense ce qu'on en veut, hein. Enfin, je veux dire, de ses débuts puis de sa fin à cette revue. Mais c'était une première et ça a forcément fédéré une communauté qui n'existe pas ailleurs parce qu'il n'y avait pas de magazine pour la fédérer. Et ça a apporté, je pense, le genre, pour moi, il y a un petit truc en France, c'est-à-dire que il y a eu ce qu'il fallait, donc ces revues pour fédérer une communauté, mais ça restait un genre assez intimiste, quelque part. Tu vois, c'est pas un genre très accessible, le RPG en règle générale, le JRPG non plus. Donc il y a ce côté culte, mais au premier sens du terme. C'est-à-dire que c'est très puissant chez une petite communauté de joueurs. La plupart des autres s'en foutent à moitié. Et donc ça soude vraiment les communautés. Tu vois, c'est notre truc, on adore ça. Tu passes de l'intérêt à l'adoration. Tu vois, c'est vraiment, ah non, mais c'est notre truc, on kiffe. Je pense que ça a pu jouer un petit peu. Et donc, voilà pourquoi on parle de JRPG aujourd'hui. Le JRPG, pour toutes ces raisons, on va rappeler rapidement ce que c'est un peu ce qu'on entend par JRPG. Pour ça, on peut s'appuyer sur le premier Dragon Quest, qui n'est pas tout à fait le premier RPG japonais, mais qui a posé pas mal de bases concernant la suite du genre. Là, on voit des images de Dragon Quest 8 qui va bientôt sortir sur 3DS en France et qui est le premier épisode de Dragon Quest à être sorti en Europe. Mais le premier Dragon Quest, en gros, il a posé les bases en disant quoi ? En disant tu contrôles une équipe de personnages qui va se battre contre des monstres qui interviennent, dont les combats interviennent au tour par tour. C'est une quête principale qui est assez balisée, c'est-à-dire que tu as un début, une fin, des événements. Il n'est pas trop question de s'en écarter. Le combat se fait au tour par tour, donc, en l'occurrence en vue subjective dans Dragon Quest, mais ça n'a pas forcément été gardé. Tu gagnes de l'expérience qui te fait gagner des niveaux, qui te fait débloquer des compétences. Tu peux équiper des armes, des armures. Voilà, c'est en gros les bases du genre. C'était le premier Dragon Quest. Il a apporté ça, ainsi que tout un univers qui a un peu été gardé après des rois, des reines, des princesses à sauver, des monstres, des plaines, des monstres. Ouais, voilà, c'est ça. Et les autres s'y sont un peu tenus à ça, à ce cadre un petit peu, le tour par tour, les niveaux, l'expérience, le grinding qui en découle et tout ça. Et ça a donné un petit peu. C'est ça qui a pu faire du JRPG un genre. Parce que, si tu veux, tout ça a posé des codes qui n'avaient finalement plus grand chose à voir avec le jeu de rôle, qui est évidemment, le jeu de rôle, par là j'entends jeu de papier, qui est évidemment la première source d'inspiration du RPG, de la création du RPG. Le jeu de rôle papier, tu le sens beaucoup plus dans les RPG US maintenant, aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une espèce de scission entre le JRPG et le reste des RPG qu'on va appeler RPG US ou RPG occidental, c'est que le RPG US reste plus jeu de rôle, donc laisse plus de place au choix. T'as beaucoup plus le choix est beaucoup plus important dans les RPG US, et ce qui n'est pas le cas dans les RPG japonais. On peut citer évidemment les Fallout qui sortent encore aujourd'hui, les Mass Effect. Bon, moi j'en parle. Non mais si, on va le citer quand même, parce que si c'est le cas, sauf que ça se passe dans l'espace et que t'aimes pas la série, mais c'est le cas aussi, bien sûr. Avant ça, t'as vu les Baldur's Gate, les Elder Scrolls, tous ces trucs-là, effectivement. Et la différence principale, c'est que dans le JRPG, c'est plutôt balisé, c'est plutôt, tiens, viens voir, c'est par là. Non, mais reste dans mon histoire. Une dimension qui à terme peut peut-être fatiguer, mais on va en parler peut-être plus tard. On va en parler juste après. On va préciser aussi qu'il y a dans le JRPG, qu'on peut donc décrire comme un genre, puisqu'il a ses codes et ses règles qui lui sont propres, même au sein du RPG, mais il y a plusieurs sous-genres.
C'est pour ça qu'on parle régulièrement de ARPG, de TRPG, de DRPG. Tu peux mettre à peu près n'importe quelle lettre devant RPG, tu peux être à peu près sûr que ça va désigner quelque chose qui existe ou dont il y a au moins eu un jeu en exemple. Donc tout ça désigne par exemple le TRPG, c'est du tactical RPG. C'est SRPG maintenant parce que aux States, on n'a pas exactement la même. Oui, quand je dis TRPG, c'est vrai que c'est en France on dit ça. En France, nous-mêmes, on dit tactics ou tactical. Tu vois. Je trouve ça marrant d'utiliser des termes anglophones pour désigner un truc. Que les Américains appellent stratégie SRPG. Ouais, mais c'est parce que tu vois, en France, on va dire stratégie, on va penser à du Starcraft, enfin du Warcraft, des trucs comme ça, spontanément, je veux dire, ou du, tous ces jeux de stratégie en temps réel, en fait, un peu. Alors que si tu dis TRPG, tu vas penser à des cases. Bien sûr, tu bouges dessus. TRPG, c'est les Tactics Ogre, les Final Fantasy Tactics, tout ça. Fire Emblem, tout ça. Les ARPG, c'est du RPG d'action, dont la principale caractéristique est à la base de ne pas faire de dissociation entre l'exploration et le combat. C'est-à-dire que tu ne rentres pas dans un écran différent quand tu fais un combat. Donc les Tales of ne rentrent pas dans la catégorie. C'est pour ça que moi, j'insiste souvent avec ça. Après, au final, on s'en fout, on appelle ça comme on veut. Appelez ça les Tales of comme vous voulez. Mais oui, les Tales of gardent un système de combat à part. Les Star Ocean aussi, voilà. Mais ils font une grande place à l'action. Donc après, qu'est-ce que tu veux, c'est compliqué, on ne sait pas tout. Les DRPG, ça s'axe autour des donjons, etc. Il y en a 1000. Il y en a 1000 des genres de RPG. Mais donc, comme on disait, la principale différence entre le RPG japonais et le reste du RPG, c'est ce côté très dirigiste, cinématique, etc. Et ça nous amène un peu à l'évolution du genre, comment le genre a évolué. Pour moi, c'est principalement, vous me direz ce que vous en pensez, par l'adoption de codes très cinématographiques, justement, notamment avec les séries phares du jeu, c'est-à-dire évidemment Dragon Quest et en particulier Final Fantasy. Final Fantasy dès le 4 en fait, mais en particulier à partir du 7 sur PlayStation, c'est devenu du ciné quoi. Enfin tu vois, c'est devenu... Alors, avec le 7, tu dis en particulier à partir du 7 parce que à partir du 7, c'était possible techniquement de faire ça. De faire quelque chose d'agréable d'un point de vue visuel, tu vois. Le 6, tu pouvais pas faire de cinématique avec des rendus aussi époustouflants que pour l'époque que ce qu'on a pu avoir dans le 7. Donc effectivement, c'est vrai qu'à partir du 7, attendez les mecs, on peut faire des cinématiques. Attends, on va faire quelque chose. Parce qu'il y avait cette notion de placement de la caméra qui était beaucoup plus libre et tout ça, et de scènes en CG. Et tout simplement, et de scènes en CG, la CG qui apportait énormément à une époque. Squaresoft. On disait attention, les mecs c'est des cracks en CG. Et c'était un argument de vente pour leur FF. Et ça donnait lieu les récompenses presque pour toi que tu voulais aller jusqu'à la prochaine CG. C'est ça, parce que ça donnait lieu à des scènes mémorables et cultes. On pense à je pense à FF8, la scène du bal, parce que c'est vrai que même. Voilà. D'artifice, mais Cloud avec sa moto quand il se casse du bâtiment Shinra, c'est ça. Iris, c'était carrément un argument de vente parce que chez la concurrence, donc sur 64, avec les cartouches, tu pouvais pas mettre ces cinématiques qui prenaient trop de place. C'est sûrement pour ça qu'FF7 s'est retrouvé sur PlayStation, alors que des protos avaient été réalisés sur 64. Et nous, on était dégoûtés du coup sur le chez 64. C'est qui vous le clan. Le Nintendo Club. Le clan des... Je voyais ça donc, quand j'allais chez des potes et j'étais jaloux. J'étais très jaloux. Mais donc c'est devenu... Mais tu vois, quand je dis un peu avant, c'est-à-dire qu'effectivement dans FF6, enfin dans les FF précédents, tu pouvais pas avoir ces jeux de caméra, ces cinématiques et tout, mais dans FF6, la scène de l'opéra et tout ça, ou dans Chrono Trigger, la scène du procès, tout ça, c'est des trucs extrêmement cinématiques en réalité, avec les moyens du bord, de l'époque, les moyens de l'époque plutôt. Mais voilà, c'était déjà une volonté, clairement, de faire du grand spectacle en fait, et non, c'est pas un livre dont vous êtes le héros, c'est un bouquin tout court. Enfin, c'est un bouquin ou un film, c'est une histoire. Tu es principalement spectateur. Tu n'es pas autant acteur que dans un RPG US. Enfin, pas pour les mêmes raisons. Tu es acteur parce que tu passes ton temps à combattre des monstres. Dans le RPG japonais, tu as rarement le choix de faire autrement. Si ce n'est jamais, en fait, il n'y a pas ces histoires. Il y en a quelques-uns qui, des fois, qui vont te mettre
de l'illusion d'embranchement ou un petit embranchement vite F, parce que là en fait tu parlais de Chrono Trigger et donc il y a possibilité de pas se retrouver spécialement avec les mêmes personnages. Et puis t'as même à la fin, plusieurs fins, etc. Voilà. Mais en l'occurrence pour celui-là en particulier, j'ai lu que Chrono Trigger était un des premiers à avoir des quêtes secondaires. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Un des premiers à avoir des quêtes secondaires, non. En tout cas, avoir des quêtes secondaires avec qui étaient aussi impactantes, développées, qui amenaient, oui, voilà. Mais sinon, des quêtes secondaires, c'est aussi effectivement une tradition du RPG. Développé, tu vois, avec un mini scénario, quoi. Plus que juste bon bah va à droite, va à gauche. Ça c'est plus dur à déterminer, tu vois. On pourrait dire bah si, parce que dans Dragon Quest 4, en fait, les quêtes secondaires, elles étaient super développées. Bon, c'est, enfin, tu vois. Fantasy Star, oui, bien sûr. Et puis d'ailleurs, dans les Dragon Quest, t'avais les casinos à chaque fois, c'était des trucs, pareil, qui sont devenus réguliers et qui étaient super développés, pas scénaristiquement, mais enfin, je veux dire, c'était important, tu vois, dans les Dragon Quest d'aller au casino. Voilà, bah tu m'as perdu. Je sais plus où j'en suis. Non, oui. Donc ouais, beaucoup plus dirigiste, en te laissant un petit peu de choix quand même. Mais donc oui, tu passes beaucoup de temps à taper des monstres, et c'est ça aussi qui faisait un peu les codes du genre. C'est-à-dire que il y a ce côté un peu grinding souvent dans le RPG japonais, c'est que tu vas faire des combats parce que t'as pas le choix, parce que tu peux pas résoudre tes quêtes autrement. Enfin, tu peux pas aller voir quelqu'un et dire non, mais on va s'arranger en discutant. Et tu fais un jet de dialogue. Et si tu l'as réussi, voilà, sinon tant pis. Non, là, c'est de toute façon, il faut faire des quêtes. Il faut devenir fort, faut arriver niveau 99 ou niveau plus quand tu pouvais faire plus, 255, voilà. Et pour pouvoir battre le dernier boss et parfois les boss cachés à côté qui sont encore plus puissants. Donc voilà, c'est ça aussi qui a donné naissance au code du JRPG, c'est-à-dire qu'il est resté bloqué dans ce schéma de combat. Enfin, tu vois, t'as ta ville, ta carte du monde autour dans laquelle il y a des monstres partout, et tes donjons qui sont des zones hostiles avec des monstres aussi. Avec parfois un level minimum requis, en tout cas, qui est pas forcément affiché, mais qui est inclus dans le jeu. Voilà, là t'arrives, bon ben à peu près tu devrais être level 30 ou 40. Autrement, tu vas missionner. Donc voilà, c'est ça qui on aussi l'indique en fait. Oui, c'est ça. On te l'indique en te mettant des monstres, monstres qui te corrigent. C'est ce qu'on faisait au début. Dans les RPG NES, Super NES et un petit peu Play au début, en te mettant dans ta carte du monde dans laquelle tu peux voyager à peu près librement. Mais là, on te met vas-y, va par là si tu veux, mais il y a un monstre niveau 40. Si tu peux pas le battre, tu peux pas le battre. Et c'est ce qu'on a fait de moins en moins au fur et à mesure que le JRPG, en restant encore une fois dans sa dynamique un peu cinématique et tout ça, se réduisait de plus en plus en termes d'exploration. C'est dans la génération précédente, ça se voit clairement. On est arrivé à un style d'apogée de ce truc-là avec FF13, c'est ça, le couloir, qui avait dérangé beaucoup de monde. C'est ça. Mais qui est finalement en fait dans un peu l'ADN du genre dès le début. Tu vois, c'est pas si étonnant que ça. C'était choquant. C'est pour ça qu'ils ont dû être surpris. Comment ça vous aimez pas? Comment ça vous aimez pas? Mais non, c'est pareil. C'était juste avant, on le masquait mieux. Ouais, c'est ça. T'avais plus d'illusions Mais cette génération précédente, il faut bien dire que ça a été un fiasco total pour le JRPG. Ouais. Tu parles sur PS3 et 360. PS3 360. Il y a eu, on a l'impression ils ont sauté une génération en fait. Les développeurs de RPG japonais, ils ont non, on va se concentrer sur la prochaine parce que celle-là on n'y arrive pas. Il y a eu au tout début, et c'est ça qui est marrant, au tout début, il y a eu des tentatives. J'ai le souvenir que par exemple Lost Odyssey, il s'était pointé en arrivant en disant je suis un des premiers JRPG sur ces consoles-là, je vais installer un certain nombre de trucs, et ça avait fonctionné à plusieurs niveaux. Mais voilà, enfin moi j'en garde un très bon souvenir, mais je sais qu'il y en a d'autres qui ont un petit peu moins kiffé. Mais en tous les cas, il ne révolutionnait rien, il était très sage. Il restait un petit peu dans le thème de la génération précédente. Voilà. Mais ensuite. J'ai l'impression que ça a été très très difficile là, je pense, en vrac, mais à des boîtes comme Nipponichi Software, qui s'est contenté sur PS3 de sortir des trucs, mais au final, mais vraiment, même d'un point de vue technique, c'était presque pareil que de la PS2, tu vois. Donc voilà, et en termes d'idées aussi, t'avais pas l'impression qu'ils profitaient, qu'ils utilisaient pleinement la puissance de ce qu'ils avaient entre les mains. Donc c'est vrai que pour les fans de JRPG, et il y en a clairement, et en particulier en France, il y a peut-être eu un petit sentiment de déprime à cette période qui a peut-être même amené à des réflexions type, et des réflexions qu'on a pu avoir, type, non mais le JRPG, j'ai l'impression que c'est mort.
tu vois. Même pas de réflexion sur la plateforme ou quoi que ce soit, mais d'une manière générale, le JRPG, c'est mort. C'est peut-être mort, ouais. Effectivement, mais c'est parce que même si en réalité, il y avait encore pas mal de JRPG qui sortaient, hein, évidemment, mais c'était soit des trucs vraiment, mais alors la niche de la niche de la niche, soit des trucs très 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 intimistes. Hyper Dimension Neptunien. Ce genre de choses, ouais, voilà. Donc qui effectivement existent, mais qui sont quand même un peu durs à aborder. Et pendant ce temps-là, les plus gros étaient un peu en panique et pas forcément très bien. Enfin, chacun se fera son avis, mais les FF13, tout ça, c'est bizarre. Et donc ça, c'est aussi à remettre dans le contexte d'un environnement japonais qui tout entier était un peu perdu avec la génération précédente. Oui, c'est ça. C'était un peu techniquement. On avait pu en parler avec pas mal de développeurs japonais différents qui te disent bon non, ça a été compliqué, la génération PS3 Xbox 360, ça a été compliqué pour le jeu japonais. C'est un moment où le jeu japonais aussi essayait de se remettre en question, de se dire mais non, on veut s'exporter à l'international, donc on va faire comme les Américains ou les Européens, sauf qu'en fait ce que les Américains et les Européens attendaient des Japonais, c'était du jeu purement japonais, c'est pour ça qu'on appréciait. Donc ouais, c'était un peu bizarre. Est-ce que dans tout ça, il n'y avait pas un sort de désintéressement du public japonais aussi envers ces jeux-là, qui se tournaient vers vers du mobile, je dis ça comme ça, mais c'était aussi un peu la même. C'était un peu la même entre 2005 et 2010. Il y a eu beaucoup de jeux sur smartphone, et peut-être que le marché a aussi évolué. Est-ce que ça rentre dedans? Possiblement, mais là on touche à un problème plus général, c'est le problème du jeu vidéo au Japon, qui effectivement est en baisse. Hein. Enfin, le marché console est en baisse depuis un certain nombre d'années, et ça a pu jouer aussi effectivement. Les JRPG, c'est des jeux qui coûtent extrêmement cher à faire, à produire. Quand tu veux une histoire à raconter, t'as des scènes à mettre en place. En termes de temps, ça prend du temps, et le temps de développement, c'est de l'argent très clairement. Enfin, c'est ça qui coûte des sous. Ouais. C'est d'avoir une équipe qui travaille, ça te coûte des sous, donc effectivement, ça coûte cher. Ça coûte cher. Et donc, une génération précédente un petit peu ratée pour le JRPG, qui a pu nous conduire, comme tu le disais, à se demander, attends, c'est en train de crever là le JRPG, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Sur portable, il y avait encore une présence, mais sur console de salon. Sur console de salon, c'était un peu compliqué. C'était un petit peu compliqué. Seulement, entre-temps, il y a eu une nouvelle génération de consoles, et depuis quelques années, depuis un an ou deux, voilà, j'ai l'impression qu'on assiste à une sorte de retour timide, mais quand même présent du genre. On peut citer là, ne serait-ce que dans les jeux à attendre, on a Persona 5, on a Xenoblade Chronicles, on a FF15 évidemment. Même si on a peur de certains trucs, il y a FF15 qui arrive. Il y a FF15 qui arrive enfin. Il y a Dragon Quest qui continue, le 11 qui a été annoncé depuis quelque temps. Il y a aussi Valkyria Chronicles qui revient justement après avoir, comme tu le disais, embrayé sur la portable. Tu vois, un épisode qui plaît à tout le monde mais qui marche peut-être pas commercialement énormément. Portable, bon là ils reviennent sur console de salon. Star Ocean qui revient aussi après une assez grosse pause. Il y a un retour quand même, y compris de certaines séries qu'on pensait peut-être un petit peu foutu, un petit peu enterré. Voilà, donc il y a quelque chose un peu qui se passe pendant que des gens, même pas japonais, font du JRPG notamment. Des Français. Encore une fois, il y a ce truc en France dans ces fameux JRPG non japonais qu'on a vu arriver ces dernières années ou qu'on voit annoncer. Donc le Ubisoft que tu avais, si tu peux me rappeler le nom, Child of Light, voilà. Qui disait c'est du JRPG indépendant. Bon, j'ai toujours pas compris pourquoi, hein. Mais on nous l'a quand même vendu comme ça. Oui, mais c'était pas très difficile à comprendre parce que le mec il était sur l'équipe était partie sur un délire tour par tour. Je crois que c'était à peu près un des seuls éléments que tu pouvais. Ok, c'est ça ce que tu voulais dire par JRPG. Oui. Bon très bien. Mais après pour avoir fait un certain nombre d'interviews avec c'était Patrick Plourde si je dis pas de bêtises. Ouais. Bon ce sont des gens qui comme nous ont joué à du RPG japonais, ont été influencés et donc je veux bien croire
le croire dans sa La démarche quand sincérité il de dit dire, voilà on veut faire du JRPG. bon ben JRPG, oui, petite saveur JRPG, mais en fait non, c'était un RPG à la française, Oui. mais avec un tour par tour sympa et du reste le jeu était très sympa. Oui, bien sûr, oui. Enfin, c'est pas Très sympa. Donc. Et là, il y a Zodiac aussi en France qui, pareil, s'inspire du JRPG, clairement. Enfin, se vend comme un JRPG. Donc ouais, voilà, ça revient. Enfin, JRPG, ça redevient. J'ai l'impression Et que Shiness aussi. Shiness, effectivement, oui, t'as raison, absolument. C'est aussi un projet indé de RPG à la française qui est qualifié de JRPG pourtant. Comme le Manfra, je sais pas si ça se prononce comme ça, c'est manga par des Français qu'on appelle quand même. Non, mais je sais pas si c'est officiel, mais il me semble avoir déjà vu cette appellation. Okay. Encore une fois, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, ce côté la France et le Japon, il y a un truc. On fait des choses inspirées par des produits japonais. Et on veut pas dire je fais de la BD française inspirée par le manga, c'est non, je fais du manga. Parce que comme, en fait, c'est un assez bon parallèle, je pense. Tu prends la BD en règle générale, le manga qui au Japon n'est rien d'autre que de la BD, mais japonaise, mais a instauré ses codes avec le manga, ça va être le système de prépublication, etc., les propres codes après des genres différents, les shonen, les shoujo, etc., font que ça devient un genre à part entière. Et que même au sein de la BD, on le considère à part, alors à tort ou à raison, mais assez pour pouvoir dire moi je fais du manga, je ne fais pas de la BD. Et c'est un peu pareil pour le RPG en fait. Donc peut-être que les Japonais sont très particuliers et que c'est pour ça qu'on peut faire ça. Donc ouais, retour du genre qui est plutôt enthousiasmant pour le RPG, pour le JRPG. Qu'est-ce que vous attendez vous du JRPG pour l'avenir? Hey, tu veux intervenir? Non, d'accord, t'en as cité un certain nombre. Là, c'est la Persona 5 quand même. Persona 5. Persona 5. Juste, ouais, tu attends du JRPG, tu attends à ce qu'il te donne Persona 5. Oui, voilà, c'est ça. donne-moi Persona 5. Donne-moi Persona 5 maintenant. Tu voulais qu'on parle de jeu ou d'une manière générale? D'une manière générale, mais de jeu c'est bien aussi. D'accord, non, je voudrais Persona 5. Voilà. Je veux, on dirait un gamin sur sa liste de Noël. Fais ta liste, c'est bientôt Noël. Je veux FF15 bien. Tu veux FF15 bien, d'accord. Alors il faut noter sur la liste. Note parce que sinon tu vas oublier. Je veux. Qu'est-ce que je veux encore? Prochain Fire Emblem, peut-être. Prochain Fire Emblem. Je veux. Valkyria Chronicles, c'est bien. Valkyria Chronicles, bien. Je veux. Non mais oui. J'aimerais bien des retours aussi de séries puisqu'on voit des trucs. Mais je sais pas. J'aimerais bien, je sais pas, Shadow Hearts, tu vois, j'ai jamais eu vraiment l'occasion de rentrer bien dans ces trucs-là. J'ai tâté un petit peu des épisodes, j'ai goûté, j'ai aimé le style. Oh, tiens, ça c'est bien. Bon, ça serait bien qu'ils se pointent avec. Regardez ce qu'on peut faire maintenant sur PS4. Regardez ce qu'on peut vous proposer. Voilà, je sais. Il y a plein de trucs que je veux. Et d'un point de vue du genre en règle générale maintenant, qu'est-ce que tu peux attendre, tu vois, de jeux pas annoncés, hein, tu vois, mais est-ce que enfin, tu vois, quand t'étais gamin, quand t'étais plus jeune et que tu jouais au JRPG. Ouais, parce que j'ai joué ça. Qu'est-ce que tu te disais, tu sais, qu'est-ce que tu te dis, oh, plus tard, ce sera comme ça, ce sera trop cool. Je veux de l'univers, immersif, je veux de la belle écriture. Mais à la fois pas trop enfin, T'es un petit peu tiraillé finalement. Non, je suis tiraillé entre. Tu prends par exemple les jeux comme Persona, les Megaten, qui sont capables d'aborder des thèmes un petit peu, tu vois, parfois matures, un petit peu adultes, un petit peu, d'accord, ok, c'est pas pour les enfants, mais tout en te plongeant dans une ambiance lycée. Je te laisse. Tiens, des chocolats. Ou je t'ai laissé une lettre dans ton casier quand tu vas prendre tes chaussures. Il faut que j'aille faire mon baito après l'école. Ou une rencontre en haut d'un toit de. Tu vois quoi. Et des trucs de gamins, de lycéens. Mais en même temps, voilà, avec des thèmes un petit peu matures. Donc je suis tiraillé entre ça. J'aime bien être dans des trucs simples, dans des enjeux simples, avec des personnages facilement identifiables, des enjeux facilement identifiables. Lui, c'est le méchant. Lui, c'est le gentil. J'aime bien ça, mais j'aime bien aussi être. Vrai JRPG, généralement, il faut que ce soit lui, c'est le méchant, et arriver à 2 tiers de l'aventure, c'est non, en fait, c'est lui. Généralement, c'est comme ça que ça marche. Et le premier se transforme en Genova, et des fois, le premier se transforme en style de Vegeta, en fait. Oui, c'est ça. C'était méchant, mais il va te filer un coup de patte pour ce, t'as vu. Donc, non, il y a plein de, je sais pas, il y a trop de trucs. Mais tu vois, quand tu parles de Persona, ça me fait penser, on en parlait un petit peu tout à l'heure, le JRPG,
qui s'est construit donc en respectant les codes qu'il a instaurés il y a longtemps. C'était fin des années 80, tu vois, les premiers JRPG dont on parlait. Il commence un petit peu à arriver en bout de formule, je pense. Je pense dans le sens où, on l'avait bien vu dans Bravely Default, je trouve, c'est que tous ces combats aléatoires, tous ces côtés un peu grinding que tu peux avoir parfois, c'est-à-dire devoir faire pas mal d'XP pour gagner des niveaux, pour être fort et taper des monstres, parce que finalement c'est que des statistiques qui rentrent en jeu quasiment. Bon, ça peut lasser à force, et ça peut lasser surtout quand t'as grandi avec le genre. C'est-à-dire que on en parlait tout à l'heure, tu vois, c'est pour ça que Persona m'y faisait penser. Nos meilleures années JRPG, c'est peut-être celles des lycées fac. Quand, en gros, on avait le temps. Quand en gros, on avait le temps de se consacrer à ça, et de faire des très longues sessions. Parce que par opposition au RPG US dont on parlait, où là, ça va être plein de petites quêtes annexes, le scénar dans son ensemble, finalement. Le contenu reste massif. Il est immense. Mais on peut se permettre des sessions de une demi-heure, une heure de jeu. C'est souvent des petites quêtes, et que l'histoire, le fil rouge de l'histoire du jeu, finalement, généralement, c'est pas le plus important dans un RPG US, alors que c'est ce qui fait tout l'histoire d'un RPG japonais, d'un JRPG, c'est l'histoire. Donc, si tu joues par petites doses, tu peux vite perdre le fil de l'histoire et finalement être un peu paumé dans ce truc-là. Donc ça va être quoi ? Je vais faire des combats. Bon, ça me saoule un petit peu. Ou je sauvegarde 3 ans après. C'est ça. Tu vois, le JRPG, c'est un des genres les plus durs à reprendre. Voilà, après, si t'as un Gold Saucer à côté ou un truc de Chocobo à faire, tu peux te faire des sessions comme ça. Mais c'est vrai que dans un JRPG, quand tu t'embarques dans un arc un petit peu narratif où il va y avoir une histoire, quelque chose, tu sais que d'ici une demi-heure, t'as pas fini, quoi, tu vois. Oui, c'est clair. Donc c'est pour ça que c'est un genre qui a tendance à énormément se diluer, tu vois, dire attends, je vais te donner des heures de jeu. Fais-moi des je vais te donner des heures de jeu. Ouais, voilà, c'est ça. Et mais donc, tout ça, tu vois, c'est un petit peu usant, je pense, à force. Et je pense que le genre, je le personnifie, mais le genre, en règle générale, commence à s'en rendre compte, et c'est-à-dire à te proposer différentes solutions. Notamment le grinding, la plupart des jeux maintenant te proposent du mode automatique pour les combats. Mais c'est-à-dire que finalement, tu ne fais plus rien dans les combats. Tu vois, Bravely Default, une de ses grandes qualités, c'était de pouvoir faire les combats en vitesse x4. Et tu faisais rien, en fait. Tu regardais juste ces combats, tu vois, sans rien faire. Et donc, pour moi, tu sais, le genre, en évoluant, se renie un petit peu, tu vois. C'est-à-dire qu'il dit, bon, c'est ça qui a fait que j'ai marché jusqu'ici, c'est ça qui fait que j'étais identifiable, et c'est ça qui fait que vous m'avez apprécié, mais c'est ça qui fait peut-être que maintenant, je vous lasse un petit peu. Donc, je vais renier ça, et ça va devenir mes nouvelles features. Tu vas dire, maintenant, regarde, on peut zapper mes combats ou les trucs comme ça. On va abandonner les combats aléatoires aussi. Maintenant, souvent, tu as pas mal de JRPG qui disent, non, les ennemis sont sur la carte, et quand tu les touches, ça te déclenche un combat. Je crois que maintenant, tous les Tales of font ça. Oui, c'est ça. Oui, t'as plein de jeux qui font ça. Donc, tu vois, ça renie un peu ce qui étaient les bases, vraiment, du genre. Et donc, l'avenir, moi, je sais pas. Je sais pas, en fait, ce genre, comment il peut... Je sais pas s'il a énormément de marge d'évolution, en fait. Je sais pas s'il a énormément de marge d'évolution. Je sais pas, mais il y a encore des choses à dire. Ça veut pas dire qu'il a rien à offrir. Ouais, non, bien sûr. Et il a encore des aspects qui font kiffer, parce que là, on parle, et du coup, évidemment, dans ma tête, il y a plein de jeux plein de souvenirs de jeux. Là, je pense au Front Mission. Il y a carrément quelque chose à faire avec les recettes de l'époque, à condition de bien faire la chose. Tu vois, et là, je pense à Front Mission Evolved, par exemple, juste un exemple. Voilà. Donc, il y a plein de belles choses à faire. Reprends-nous la formule du 3 ou du 4 ou du 5. Du 5, je crois qu'il était le plus abouti et le meilleur. Mais donne-nous en français, s'il te plaît, sur PS4. Et voilà, juste ça, on est content. Oui. Tu vois, je pense au Suikoden. Mais ça illustre bien que, en fait, on leur demande un peu ce qu'on attend un peu du JRPG, c'est de pas trop bouger. Enfin, on sait dans un premier temps, disons qu'il y a un certain nombre de séries à dépoussiérer peut-être quelques mécaniques, mais juste à te remontrer ça et tiens, regarde copain, en fait c'était très bien ça. Je pense au Suiko, je pense au Front Mission et probablement à d'autres, mais voilà, déjà il y a peut-être, ne serait-ce que pour faire kiffer ceux qui attendaient quelque chose, il y a peut-être ça à faire, et puis ensuite réfléchir. Bon, après je suis pas game designer, mais oui, je pense pas que ça soit une mission impossible que de refondre des mécaniques, réfléchir à certaines choses. Mais c'est juste que tu vois, quand on parle de JRPG en tant que genre,
En fait, c'est un genre qui, contrairement à, tu vois, quand on parle de FPS, le FPS, il se définit par le point de vue que tu as. L'action-aventure, ça se définit par des termes très vagues, finalement, tu vois. Le JRPG, il se définit par des codes. Il s'est défini par des codes très précis, donc des codes qui datent. Ouais. Et tu vois, ce qui fait sa définition, c'est ce qui le condamne à un certain immobilisme. Parce que on est bien conscient que là, on parle de JRPG en tant que genre. C'est pas juste, tu vois, je fais un RPG, je suis japonais, donc c'est du JRPG. Ouais, c'est vrai quelque part aussi, hein, mais ça ne correspond pas à la définition du genre qui s'est faite à tort ou à raison. Hein. Peut-être qu'on a collé une étiquette qui n'était pas justifiée, mais sur des codes précis. Mais après, t'as aussi des exemples, bon, c'est rare, mais t'as aussi des exemples, où on te reprend les codes principaux du JRPG, mais on arrive à se pointer avec quelque chose de nouveau. Je pense à Valkyria Chronicles parce qu'on en avait parlé. Voilà, en termes de système de combat, déjà d'un point de vue graphique, c'était frais, mais en termes de système de combat, mais ouais, ça c'est pas con ça. On n'avait pas pensé à ça. Donc tu vois, voilà, peut-être en mélangeant. Peut-être en donnant dans de l'hybride en fait, il y a un premier début de piste. Et puis ensuite, encore une fois, de la réflexion. Mais tu vois, c'est pas impossible de se pointer avec une histoire, avec des personnages, mais que tu vois dans les mangas, dans les animés, et donc dans le JRPG, des personnages comme tu as dans Valkyria Chronicles, t'as vraiment les profils, mais de base, mais qui font kiffer d'une certaine manière parce qu'on a grandi avec. Donc, tu peux te pointer avec ça, avec une histoire comme ça, avec pas trop de quêtes annexes, vraiment, t'avances et puis t'essayes d'être fort, truc, et proposer quelque chose de neuf, quelque chose d'inédit. En l'occurrence, le système de combat pour. C'est vrai que les systèmes de combat, c'est principalement par là que le RPG japonais. Dans la mesure où tu fais plein de combats, pense à ton système de combat. C'est ça. Par exemple, tu vois, l'ATB de Final Fantasy, qui est maintenant une évidence. Hein. Cette espèce de semi-tour par tour, en fait. C'est Action Time Battle. Time Battle, ouais, c'est ça. Et ça, quand c'est sorti, c'était à l'époque, je veux pas dire de bêtises, du FF3, je crois, 3 ou 4, je sais plus. C'était complètement nouveau. C'était le début et c'est ça qui montre aussi que dès le départ, le jeu voulait quand même aller vers l'action, vers un plaisir assez immédiat. Tu vois, il voulait un peu sortir de ses côtés. Attends, qu'est-ce que je vais faire le prochain tour, etc., etc. Bien sûr. Mais donc oui, il y a effectivement plein de choses à attendre du RPG, hein, du JRPG. Je suis pas en train de dire que c'est foutu, allez, on abandonne. Non, mais notamment côté système de combat, puisque c'est un truc que tu es amené à faire vraiment souvent, en particulier dans le JRPG. Mais disons que je pense que le JRPG est amené à évoluer en se reniant, en fait. En fait, en reniant cette étiquette qu'on lui a mis sûrement à tort. Tu vois, en disant le JRPG, c'est ça, c'est des rencontres aléatoires. C'est des donjons, c'est des monstres, c'est des slimes, c'est des chocobos, c'est des fille avec un pendentif. Ouais, voilà, c'est ça. Qui a perdu la mémoire. C'est ça. C'est un enfant qui se réveille. Je pense que c'est un peu par là en fait. C'est une émancipation de ses propres codes qui fait que ça va continuer et que le JRPG va devenir peut-être ce qu'il doit être depuis le début, juste du RPG fait par des Japonais. Tu vois, déjà tu as les trucs, je vais encore mentionner Dark Souls. Dark Souls par définition c'est un RPG, le premier. Bloodborne un peu moins, tout ça, mais il y a quand même tous ces trucs de RPG. C'est fait par des Japonais, mais si tu le vois comme ça, tu dis pas c'est du JRPG. Bien sûr. Ça ne vient pas parce qu'ils respectent pas ces codes-là. Donc c'est peut-être en revenant sur ce genre de choses que on va arriver à l'avenir peut-être du JRPG. Enfin, je le pense et je l'espère un petit peu aussi. Toi, Aymeric, ouais, vas-y, t'allais dire. Non, j'allais dire justement, désolé Aymeric, Non, c'est moi je trouve ça super passionnant parce qu'on est à fond C'est juste que moi j'ai pas exactement le même rapport que vous avec les RPG, les JRPG. J'ai joué à plusieurs RPG dans ma vie, plusieurs JRPG, mais j'ai pas un rapport aussi fort que vous. Et il y a des choses c'est peut-être juste du coup des clichés que j'ai par rapport au JRPG, mais je vois ça un petit peu. J'aurais peut-être plus de mal à m'y mettre aujourd'hui alors que quand j'étais adolescent, parce qu'il y a certaines histoires que je trouve un petit peu niaises, tu vois. Je pense par exemple à Tales of Symphonia que j'avais adoré à l'époque, qu'aujourd'hui quand je le relance une partie, je me dis bon, enfin c'est cramé, les enjeux sont cramés à l'avance, tu sais très bien. Mais peut-être pas tous. Ouais, en plus. Mais c'est peut-être pas le cas pour tous les JRPG, mais il y avait ce côté-là qui me répugne, c'est un petit peu un peu trop fort, mais qui pourrait refroidir au minimum, clairement. Et donc on parlait tout à l'heure de qu'est-ce que j'attends du JRPG. Moi, ce serait peut-être qu'il s'émancipe un peu justement de ces codes un peu cramés et peut-être réussir plus à surprendre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Oui, bien sûr. Après, oui, complètement. C'est ce qu'on dit un petit peu aussi, mais il y a quelque chose qu'il faut quand même préciser, c'est que en réalité, le JRPG, c'est aussi pour ça qu'en tout cas personnellement, moi, je l'ai adoré ce genre. Peut-être un peu moins aujourd'hui, mais ça a été mon genre. Enfin, j'étais complètement fou de ce genre-là.
Mais en fait, c'est extrêmement hétéroclite. C'est extrêmement hétéroclite. C'était souvent juste des petits essais, pas forcément tu vois, des séries durables, mais des expériences dans le JRPG. Il y en a eu mais des milliers et des milliers. Et il y a plein de jeux mais magnifiques. Tu vois, des trucs genre les Venus and Braves. C'est souvent des trucs qui sont pas très connus parce que c'était des essais. Tu vois, beaucoup ne marchaient pas. Mais c'est un genre qui essaye plein de trucs en fait, mais qui, dans ses plus gros représentants et ses installations les plus durables, reste effectivement assez ancré dans ces automatismes, comme le manga encore une fois. Mais comme le manga, parce qu'on parle d'histoire, pour les mêmes raisons, exactement. On parle d'histoire, et puis d'une manière générale, on a envie de plaire à la tranche d'âge qui va avoir le temps et les sous de dépenser tout ça. Donc tu tapes dans du teenager, jeune plus, voilà. Donc tu dois te pointer avec des histoires qui sont accessibles. Je dis ça en même temps. Moi, j'ai un gros retard sur le RPG que j'essaie de rattraper. Et ça m'empêche pas de. J'ai fait Chrono Trigger il y a genre un mois et j'ai complètement kiffé. Ah bah vas-y, tu vas parce qu'on arrive déjà bientôt à la fin de l'émission. Donc on va finir par une petite rubrique kiff. Tu vois, juste la rubrique kiff. D'accord. La rubrique kiff, tu peux la faire en un mot si tu veux gagner un peu de temps. Donc ton kiff de JRPG, est-ce que c'est Chrono Trigger? Je serais content parce que j'adore Chrono Trigger, mais en même temps je pourrais pas en parler. J'adore Chrono Trigger. Pour moi, c'est un jeu qui est en fait quasi parfait. C'est un jeu que tu peux faire aujourd'hui comme tu pouvais faire il y a 15 ans ou il y a 20 ans quand il est sorti. Ouais, je crois que en plus il y a des voyages dans le temps. Donc voyage dans le temps déjà plus 5 points. Je sais pas sur quelle échelle de 5, mais bon au moins. Moi c'est île volante plus 5 points, mais il y en a dans Chrono Trigger aussi. En plus il y en a beaucoup. Donc oui, c'est un jeu qui est intemporel. En plus c'est le cas de le dire. Ouais, je pense que je pourrais dire Chrono Trigger quoi, de A à Z, de A à Z, et tu peux le finir. En plus, il est assez clair pour que il y a pas ce côté cryptique qu'on pouvait avoir dans certains jeux de l'époque où tu sais pas où faut aller. Là, t'as toujours un petit indice qui dit bon bah va par là, essaye de voir par ici. Tu parles à cette personne là qui va te dire et tu peux le finir sans du coup aller sur un forum et ça te gâche pas ton plaisir de jeu et ton immersion en gros. Et ouais, je pense que tout bon pour Chrono Trigger. Un peu moins pour Chrono Cross qui est sorti un petit peu après. Que j'aime moins. Peut-être un peu moins, oui. Mais ça reste une de mes références du genre, mais c'est vrai que c'est peut-être moins. Je pensais à Baton Kaitos au début, mais Chrono Trigger peut-être plus marquant et plus intemporel. Baton Kaitos qui était sorti sur GameCube, et qui était magnifique aussi. Il y a un truc aussi avec les premiers JRPG. Ton premier JRPG serait quoi? Techniquement, c'est Pokémon. C'est Pokémon. Parce que 99-2000, je sais plus. C'est à peu près ça, ouais. Mais comme on disait avant, je n'avais pas le sentiment de jouer à un JRPG, je jouais à Pokémon. Et du coup, en fait, pour l'anecdote, quand je suis allé voir un pote qui jouait à FF7, FF8, je me suis dit, mais ils ont complètement copié Pokémon. Attends, il y a des combats aléatoires, t'as des niveaux, c'est pareil, ils ont copié. Et parce que tu sais pas, quand t'as 10 ans, qu'il y a tout un genre derrière avec des codes, dont vous avez parlé très bien juste avant. Donc, c'était Pokémon, donc évidemment, grand attachement. Je l'ai refait il y a 2 ans, et il reste toujours génial. Le bleu, version bleue que j'avais en tout cas. Version bleue, Ensuite, donc moi, mais les plus marquants pour moi, donc ça aurait été Pokémon. Tales of Symphonia que j'avais adoré à l'époque, mais peut-être moins aujourd'hui. Baton Kaitos sur GameCube qui était fabuleux. Ce serait les 3 plus grands. D'accord, ta trinité du JRPG. Ouais. Parce qu'il y a ce truc, on en parle vite fait là, du premier JRPG. Tu vois, on parle souvent, mais c'est la génération FF7. C'est-à-dire, c'est les gens qui ont découvert le JRPG avec FF7 et qui, il y a un certain nombre d'années, étaient un peu dénigrés par les anciens qui disaient moi j'avais chopé FF6 en import. Ou qui avait dit moi j'ai commencé avec Secret of Mana ou ce genre de choses parce que le genre était assez peu accessible en Europe avant. Tales of Symphonia a été un RPG un JRPG qui a amené plein de jeunes au genre sur GameCube. Voilà, donc c'est important aussi ces premiers JRPG, tu vois, c'est RPG générationnels qui disent bon non, maintenant vas-y, FF10 en a été un aussi, Final Fantasy X, et c'était pour ça qu'après t'avais tous les gens qui disaient ah ouais, mais du coup, toi, ce que t'aimes bien, c'est les couloirs. Mais écoute-moi, c'est pas vraiment ça, le JRPG, parce que moi, mon premier jeu, c'était FF7. Et les mêmes qui reproduisaient le schéma d'avant. Toi, tes gros kiffs du JRPG, c'est quoi? C'est chaud, Kevin. Tu sais bien que c'est chaud. Sans-moi une trinité comme... mais même pour une trinité, c'est chaud. Ouais, il y aura du FF Tactics dedans. Il y aura du Tactics, encore que... Enfin... Il y aura du Tactics. Mais trop tard. Je peux rajouter juste... Le truc, c'est que FFT, d'accord, mais Tactics Ogre, Let Us Cling Together, donc t'es là, que je suis obligé d'en choisir un seul. Non, dis les deux. Je dis les deux. Parce que toi, t'es assez branché TRPG, justement.
à fond TRPG. T'as un banneret de la maison. Ah oui, oui. Ouais. Bah oui, parce que Front Mission aussi. Ouais. Front Mission aussi, parce que les mechas. Et qu'on appelle Front Mission et pas Front Mission, parce que c'est vraiment comme ça qu'on l'appelait à l'époque. Oui, mais non, mais le pire, c'est que c'est vrai. Quand j'y joue avec Mickey, donc notre compère, comparse, sur XP, justement, compagnon, oui. sur XP, à qui j'ai fait découvrir, justement, FFT, Est-ce que Front depuis Mission. tu t'appelles Aniki? Bah écoute, non, mais quand il me parle, je vois bien que le respect dont il peut faire preuve dans ses yeux. Mais voilà, ça fait partie, voilà, des gens. Tiens, regarde ça. Attends, c'est quoi ton jeu? On s'emmerde. Ouais. Non, attends, regarde bien. Oh, le kiff. Et donc des nuits. On était à la fac à l'époque. Hein, donc, on s'en fout. Demain il y a un TD. Non, ta gueule. Donc des nuits à passer là-dessus. Donc évidemment, j'ai une petite fibre tactics. Disgaea aussi, évidemment, la série Makai Kingdom, enfin tout ce qu'a pu faire Nipponichi à une époque. Ouais. Mais en même temps, je viens d'une école où voilà, c'était à l'époque, c'était c'était pas aussi étoffé, c'était pas aussi dirigé. Ouais. Je veux dire, moi j'ai commencé sur Is, quoi, tu vois, par exemple. Is, quand tu sais pas parler anglais, c'est compliqué. Quand tu sais pas parler anglais, tu sais pas ce que tu fais, tu sais pas le genre auquel tu as affaire. C'est ça, c'est quoi ce jeu? Le premier contact, quand juste avant, tu étais sur de la plateforme ou du jeu de course et que tu arrives sur un jeu comme Is ou même Fantasy Star peu de temps après, tu dis attends, mais je suis où là? C'est quoi ça? Parce qu'à l'époque, tu n'avais pas Internet, j'avais pas de presse, en tout cas je m'intéressais pas à la presse jeux vidéo, c'était juste les jeux vidéo à l'époque, tu regardais la jaquette. Hein. Ouais, bien sûr. Tiens, regarde les graphiques. Ah ouais, j'aime bien les graphiques. Vas-y, on va prendre le jeu, tu vois, si on peut se le permettre. Donc voilà, je viens de cette école-là. Donc et ça, d'une certaine manière, ça m'a aussi un petit peu forgé, un petit peu formé à apprécier certains types. Mais et là, j'ai Suikoden aussi dans la tête. Non, j'ai trop de trucs. Tu vois bien que j'ai trop de trucs. Okay. Je peux Fantasy Star aussi, t'avais fait des Fantasy Star. Oui, bien sûr, mais j'en parlais là tout à l'heure. J'ai commencé Is et Fantasy Star. Donc, ah oui. Donc j'ai fait Fantasy Star Online. Moi, ouais, bah c'était bien aussi. Hein. C'était différent. Bah écoute, c'est tout ça, c'est des bons RPG. Moi, si je devais en citer qu'un, si je devais en citer que deux, ce serait, Final Fantasy VII, parce que je fais partie de ceux qui, c'était mon premier JRPG conscient. J'avais fait des JRPG. Tu l'appelles Final Fantasy. Je l'appelle Final Fantasy VII aussi. Ça, c'est quelque chose que je pourrais jamais m'en défaire. Comme Final Fantasy. Je peux faire attention parfois quand je fais des speaks de critiques. Et donc, je dis d'abord Final Fantasy, après je fais, Final Fantasy. Mais j'ai trop dit Final Fantasy plus jeune pour pouvoir m'en sortir. C'est un peu comme Kingdom Hearts ou ce genre de choses. Tu dis Squall ou tu dis Squall? Je dis Squall, par contre. Et je dis Cloud, je dis pas Clad. Squall quand t'étais petit? Non. D'accord. Moi, je dis Squall. Non, mais parce que j'étais plus assez petit pour dire Squall. Ouais. Mais Final Fantasy VII, parce que c'était mon premier JRPG conscient, et j'avais joué à des JRPG avant. JRPG conscient, hein, ouais. C'est peut-être ce terme. C'est-à-dire, non mais conscient, j'étais conscient de jouer à un JRPG, tu vois, ça c'est un genre à part entière, c'est ok. Parce qu'avant ça, les consoles d'avant, moi je les avais pas eu, la PlayStation j'avais pas eu non plus, et en fait ma première version de FF7 c'était sur PC surtout que j'ai joué. Avant je le squattais chez des potes, j'ai dit ce soir je dors chez toi, parce qu'il avait une Play et qu'il avait FF7 dessus. Et c'était ce truc, comme tu dis, il avait le jeu qui zonait chez lui. Et il dit, je l'ai lancé une fois, mais non, c'est nul, je préfère jouer à Pandemonium. Et à Tomb Raider. Oui, c'est ça. Comme ça. Et toi, tu fais, attends, j'étais en train de lire Le Seigneur des Anneaux ou des trucs comme ça à l'époque. Et je vois ça, je fais, attends, mais c'est comme un bouquin. C'est des aventures et tu les joues dedans. Ça m'a rendu fou. Et donc ce jeu est quand même important pour moi, même si les dénigreurs dénigreront, ceux d'avant qui disaient non parce qu'en fait elle fait froid, j'en ai rien à foutre. Tout ça j'ai dû le refaire plus tard. Et aussi Chrono Trigger. Chrono Trigger comme toi, pour moi c'est le JRPG. S'il ne devait y avoir qu'un JRPG, ce serait Chrono Trigger. En termes dans le sens où il respecte le plus les codes du genre dont on a parlé et qu'il les utilise le mieux, je trouve. Et ton héros préféré dans Chrono Trigger, ce serait? C'est Frog. C'est Frog, bien sûr. Évidemment. Avec son petit muscle et son thème musical mais magnifique.
Bien sûr que c'est Frog. Et donc pas sinon, Megaten. Si, non mais c'est parce que vraiment je veux me réduire, Okay. sinon j'en citerai plein, les Megaten aussi, mais c'est des tueries, tous les Megaten. Je vous dis, Persona 5 aussi, pareil, j'en peux plus de l'attente ce jeu. Donc voilà, vous commencez à vous en rendre compte, on a parlé de ça un petit peu parce qu'il fallait juste qu'on vide notre sac sur les RPG parce qu'on adore ce genre-là et qu'on est content de le voir un petit peu revenir. Ouais. Voilà, donc écoutez, j'espère que vous aimez le JRPG aussi et que vous êtes content de voir son retour. Désolé pour cette émission de RPG promise. Je sais pas si tu t'en souviens en début de saison dernière. Mais les gens sont compréhensibles. Les gens avaient oublié, mais je viens de le rappeler. Ouais. Les gens voient qu'on travaille beaucoup, les gens voient qu'on fournit beaucoup de programmes de contenu jeux vidéo par semaine, et donc ils savent. Priorité. Voilà, ils savent que pour le moment, c'est compliqué de se pointer. Et c'est pour ça aussi qu'on fait ça maintenant. Exactement. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on parle un petit peu de RPG parce qu'on en a besoin. C'est comme ça. C'est de là qu'on vient. c'est notre terre-terre. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous deux d'être venus comme d'habitude. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Hebdo JV dans lequel on parlera de toute autre chose.